Bon, bien le bonjour les amis. On va parler aujourd'hui de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ça fait au moins 15 ans que je parle, que je dis que je ferai une vidéo sur l'accidentologie en avion et sur la peur de voyager en avion. Donc voilà, là j'ai un petit peu de temps, donc on va traiter de la question. C'est une question qui, évidemment, me touche beaucoup parce que d'abord, mon père est pilote d'avion, donc j'ai quand même baigné dans un univers, j'allais dire, un peu aéronautique. Je vais passer, il m'emmenait souvent au Salon du Bourget. Enfin bref, j'ai quand même je suis pas pilote moi-même, mais j'ai une culture, on va dire, aéronautique qui est relativement développée quand même. Bon. Je n'ai pas l'expertise d'Aldosteron Aviation, mais en tant que théoricien des organisations et aussi universitaire, docteur en économie, peu importe, mais j'ai eu l'occasion de traiter, de faire des statistiques, de réfléchir sur des problématiques de probabilité, d'occurrence, de moyenne, d'écart type, etc. Donc, j'ai une approche assez, je pense, assez sérieuse de la question, et cette vidéo s'adresse à tous ceux qui s'intéressent évidemment à l'accidentologie aérienne, mais aussi à la façon de gérer cette question-là, puisque, en effet, il y a des individus sur Terre qui ont besoin de voyager en avion. Et donc, il faut, certains diraient, les rassurer. Moi, mon objectif n'est pas spécialement de les rassurer ou de leur faire peur, c'est simplement de dire la vérité, d'essayer de tendre vers la vérité si possible, puisque je rappelle toujours que dans la logique de vérité, pour une vérité, on a souvent 1000 mensonges, et on entend plein de choses, surtout, et parfois beaucoup de bêtises, et parfois des choses raisonnables. Bon, toujours est-il que on va traiter de cette question maintenant. Alors, je vais articuler mon propos en deux temps. Dans un premier temps, je vais faire un très rapide, synopsis des statistiques qui existent, que j'ai trouvé sur Wikipédia, que j'ai trouvé sur différents sites dédiés à l'accidentologie aérienne. Donc j'ai rien inventé, je reprends des chiffres qui existent, mais simplement je les ai un petit peu, je les ai rassemblés, et je vais essayer de leur donner un sens, si vous voulez, un sens, humain. Bon, je vous rappelle qu'il y a un homme politique célèbre, je crois que c'est Churchill qui disait « Je ne crois aux statistiques que si je les ai personnellement falsifiées ». Bon, donc les statistiques sont toujours à prendre avec beaucoup de parcimonie et d'attention. Bon, alors on va commencer donc par les aspects statistiques, et ensuite on verra les problématiques de gestion de la peur ou de l'anxiété, et puis effectivement quelle morale finalement personnelle on peut peut-être retenir si on est confronté à cette problématique de dire « je n'aime pas prendre l'avion ». Personnellement, moi, je vous le dis, j'ai baigné dans un univers aéronautique et je ne prends plus l'avion depuis 2001, je crois. J'ai décidé qu'à partir de septembre 2001, je ne prendrai plus l'avion. Bon. J'en ai pas spécialement besoin dans mon travail, mais il se trouve que j'ai aussi choisi un peu mon travail en fonction de ça. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui a eu une incidence sur ma vie. La peur de mourir en avion est quelque chose qui a pesé dans ma vie. Bon. Alors, dans un premier temps, on va regarder quelques éléments statistiques très simples à comprendre. C'est vrai que, bon, en compilant toutes les données, je suis arrivé à des statistiques qui sont à peu près les suivantes. Pour 30 millions de vols, donc on prend 30 millions de vols, donc c'est beaucoup de vols, on a 5 crashs d'avions. Ce qui fait à peu près un crash pour 6 millions de vols. Bon, c'est intéressant d'avoir cette profondeur. On parle d'occurrence, on parle de crash aérien. En général, quand on parle de crash, c'est que c'est mortel, c'est-à-dire que l'avion n'est pas en état de voler, et il y a évidemment des victimes. Bon. Donc, un crash sur 6 millions de vols. Bon. Pour comparer par rapport au loto, à la loterie, on a une idée de la loterie, parce qu'on sait qu'on n'a pas beaucoup de chances de gagner au loto. Mais voyez, par exemple, si vous jouez au loto, la probabilité d'avoir 5 numéros et le numéro chance, c'est-à-dire d'avoir les 6 numéros bons, c'est une chance sur 20 millions à peu près.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous avez 3 fois plus de chances de subir un crash aérien que de gagner au loto. Ouais, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que quand on joue au loto, bon, on sait que en général, on perd, quoi. Ben, je veux dire, quand je dis on perd, c'est on n'a pas les 6 numéros. Très exceptionnellement, mais dans une vie, il y a plein de gens qui vont jouer toute leur vie, ils n'auront jamais les 6 numéros. Donc, on a une chance sur 20 millions de gagner au loto et une chance sur 6 millions de subir un crash aérien. Donc, c'est quand même, finalement, le crash aérien, il a beau être rare, bah, il est quand même 3 fois plus fréquent que de gagner au loto. Alors ça, c'est quand même déjà un premier élément qu'on peut avoir à l'esprit. Bon. Alors, si on ramène ça maintenant en nombre de décès par an, si on prend tous les vols commerciaux du monde, hein, sur la période récente, c'est-à-dire 2015-2025, c'est-à-dire sur les 10 dernières années, on est en 2026, mais on va arrondir, on va négliger l'année 2026. Donc, sur les 10 dernières années 2015-2025, en général, chaque année, on a entre 237 morts et 1000 morts par an. Ça donne une idée quand même de l'importance du phénomène. Alors vous allez me dire, bien sûr, ramener au nombre de passagers, c'est presque rien. Mais c'est pas rien. Puisque, évidemment, que je dis toujours, la proba est faible, mais quand ça tombe sur vous, la proba elle est de 100%. Donc là, c'est 100% vous. Bon. Donc, 237 morts par an, bah c'est quoi? Bah c'est un bel avion bien rempli. 1000 morts par an, c'est 3 très gros, ou peut-être une quinzaine d'avions moyens. Bon, souvent quand il y a 1000 morts par an, c'est qu'il y a eu un très gros, parce que c'est sûr que quand un gros porteur, comme on dit, se crache, bah on a plus de victimes. Bon, donc alors par contre, ce qu'il faut dire, c'est que on a une baisse très forte du nombre d'accidents et d'ailleurs du nombre de victimes. À partir des années 2000, quoi, en gros. Hein. Donc, sur la période 1960-1999, les chiffres que je vous ai donnés peuvent monter à 2000, 2500 morts par an, etc. Là, on est plutôt sur, vous voyez, 200 à 1000, ce qui pourrait faire une moyenne autour de 400, 500 peut-être. Bon. Donc, ça veut dire quand même que tout en ayant peur de mourir et de voler, en tout cas en avion, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que le nombre de morts a beaucoup diminué à partir des années 2000. Bon, ça c'est quand même un élément important. Donc il y a une très forte baisse du nombre d'accidents et du nombre de victimes. Ça c'est la première chose. Bon. Également, j'entends souvent des gens qui me disent... quels sont les avions les plus sûrs? Parfois, on me pose la question. Bon. Alors là, j'ai regardé les statistiques. Il y a des différences. Alors, on va parler d'écart type sur les différents types d'avions. Il y a plusieurs marques. Enfin, globalement, c'est Airbus et Boeing. Hein. Les chiffres Airbus sont assez homogènes chaque année. Les chiffres Boeing ont tendance à être un petit peu plus, on va dire, moins homogènes. C'est-à-dire que il y a des types d'avions chez Boeing qui sont un peu plus sujets à des accidents que d'autres. Alors que Airbus est un petit peu plus resserré. C'est-à-dire que vous preniez un Airbus à 320 ou à 300 autre chose, il n'y a pas une grosse différence dans les probabilités d'occurrence. Ça, c'est important. Alors, il y a un avion intéressant dans les statistiques et qui montre les limites des statistiques, c'est bien sûr Concorde. Puisque je rappelle qu'avant le crash du 25 juillet 2000, Concorde était un des rarissimes avions au monde à n'avoir jamais eu d'accident. C'est-à-dire que c'était le transport qui, en chiffre absolu, était le plus sûr du monde, puisqu'on avait 0 mort sur des dizaines et des dizaines d'années d'exploitation. C'est quand même un fait tout à fait remarquable. C'est-à-dire que quand on compare Airbus, Boeing et Concorde, avant l'accident du Concorde est statistiquement celui qui n'avait jamais eu d'accident. Donc c'était vraiment le zéro absolu en termes d'accidentologie. Et alors, après l'accident du Concorde,
il devient, si on raisonne j'allais dire en kilomètres parcourus, le plus dangereux de tous. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est passé de l'avion le moins dangereux de tous, absolument zéro mort, à celui qui, en nombre de kilomètres parcourus, est devenu pratiquement 20 fois plus dangereux que les autres. Donc si on analysait les statistiques sans vraiment prendre de précautions, on pourrait dire que Concorde est de tout temps l'avion le plus dangereux au monde en nombre de kilomètres parcourus et en probabilité d'accident par rapport au nombre de kilomètres parcourus. En réalité, ce serait une vision trop simpliste. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que Concorde, l'avion Concorde s'est crashé au décollage, mais c'est pas réellement de sa faute. Puisque c'est de la faute, j'allais dire, d'une barre de fer qui se situait sur la piste de décollage et qui a été projetée par la vitesse de l'avion, qui a été avec évidemment les roues qui ont tourné dessus et qui ont projeté la barre de fer à l'endroit des réservoirs. Ça a créé une fuite de kérosène et bien entendu, ça a entraîné un incendie qui a entraîné la perte de moteur, la perte de contrôle et le crash. Est-ce qu'on peut dire que c'est un crash lié à Concorde ? Ben non. C'est plutôt un crash qu'on pourrait rattacher à la question de la sécurité sur les pistes. Alors voilà, du temps entre le précédent avion qui décolle et le moment où notre triste Concorde a décollé, c'est plein de problèmes qui finalement ne dépendent pas tant que ça du Concorde. Donc autrement dit, si on corrige un petit peu cette statistique, cette occurrence d'accident sur Concorde, en fait, si on met à part cet accident, qui n'est pas vraiment un accident de cet avion, en tout cas lié à cet avion, Concorde est de tous les temps l'avion le plus sûr. Alors qu'en fait, dans les statistiques par kilomètre parcouru, c'est le pire de tous. Si on ne corrige pas j'allais dire, la spécificité de ce crash. Parce qu'effectivement, derrière les statistiques, il faut regarder les causes. Quand un avion se crache parce que y a un camion citerne qui traverse la piste au mauvais moment et au mauvais endroit, est-ce qu'on peut considérer que ce crash est à imputer à tel type d'avion ? Non, parce que c'est pas vraiment la cause du crash. Bon. Donc cela étant dit, Concorde est en fin de compte le plus sûr. Alors. Également, je voudrais dire aussi quelques éléments sur les phases du vol. Et souvent, les gens me disent « Ah oui, j'ai peur au décollage, j'ai peur en plein vol, j'ai peur. » Alors, les statistiques sont assez claires là-dessus. 3% des accidents ont lieu au roulage. C'est-à-dire, on n'a pas encore décollé, l'avion se déplace du terminal vers la piste. Bon, 3% d'accidents à ce moment-là. C'est pas forcément les plus mortels, évidemment, puisque, en général, sauf l'accident de Tenerife, où là, il y a un avion qui a traversé la piste au mauvais moment. Enfin, en général, c'est pas les accidents les pires, parce que l'avion ne roule pas vite. Bon. Sauf s'il est percuté par un autre qui, lui, atterrit ou décolle. Bon, 3% des accidents dans cette phase. La phase de décollage est pas négligeable en termes d'accidentologie, puisqu'elle elle donne à peu près 21% des accidents. Donc, vous voyez, elle est à l'origine de 21% des accidents. C'est quand même beaucoup. Ensuite, la phase de montée progressive de l'avion. Donc, il a décollé, il monte. La phase d'ascension, 9%. Bon, c'est pas la phase la plus dangereuse, de loin. La phase de croisière, donc le vol tranquille, 9% aussi. La phase de descente, la descente initiale, on va dire, pareil, 3% seulement de risque d'accident. Et arrive évidemment l'atterrissage et, j'allais dire, l'approche, là, les derniers mètres, si vous voulez, les dernières dizaines de mètres, l'approche et le posé lui-même, donc l'atterrissage pur et dur, là, 46% des accidents. Donc, ça veut dire que si on ajoute la proba d'accident au décollage et à l'atterrissage, on est à 67%. Ça veut dire que 2/3 des crashs ont lieu pendant la phase ou d'atterrissage ou de décollage. Et 1/3 seulement pendant le reste du temps. Donc, ça veut dire que c'est bien d'ailleurs pourquoi on oblige la ceinture de sécurité dans ces deux phases-là, parce que c'est clairement la phase, évidemment,
les phases délicates. Bon. Également, un petit mot sur l'hélicoptère. On n'en parle pas beaucoup de l'hélicoptère, mais il faut savoir que là-dessus, j'ai la même position que Aldo Stéron. Il a fait une très bonne vidéo sur un crash d'hélicoptère. Effectivement, bon, par conception même, notamment pour les hélicoptères, on va dire, de loisirs ou les petits hélicoptères, oui, l'hélicoptère ne vole pas naturellement puisqu'il vole par un système évidemment de portance lié au rotor. C'est pas du tout aussi naturel que l'avion qui lui est naturellement porté par ses ailes. Donc clairement, l'hélicoptère est à peu près 4 fois plus dangereux statistiquement que l'avion. Donc si vous avez peur de voler, prenez plutôt l'avion que l'hélicoptère. Hein. Là, vous allez comme sensiblement réduire votre risque de mourir dans le ciel ou en tout cas à l'occasion d'un transport aérien. Voilà. Alors, sur les questions statistiques, je n'en dirai pas plus. Je crois que là, ça me paraît assez clair. Je vais maintenant parler de la problématique de la gestion de la peur. Alors, premièrement, je voudrais dire une chose, c'est que souvent, on nous oppose, nous, entre guillemets, les peureux, enfin ceux qui ont une certaine anxiété en avion, on a souvent tendance à nous dire que notre peur n'est pas rationnelle. Ça, c'est quand même quelque chose qui revient très souvent. Et j'avoue que je me pose, j'allais dire, en opposant de cette façon de voir les choses, puisque avoir peur de mourir en avion, sachant qu'il y a entre 200 et 1000 morts par an en avion chaque année, je vois pas en quoi ce serait irrationnel d'avoir peur. Bon. Et alors, là où l'industrie, j'allais dire aéronautique, enfin les compagnies aériennes ou tout simplement les observateurs, j'allais dire, ne sont pas spécialement toujours parfaitement honnêtes, c'est qu'ils ont tendance à dire ah oui, mais regardez, par rapport à la voiture, par rapport à la moto, bien sûr que l'avion est beaucoup moins dangereux par rapport à la voiture et par rapport à la moto. Mais je rappelle quand même que ces deux modes de transport, enfin ces trois modes ne sont pas comparables. Puisque, en fait, on ne va pas en moto à New York, on ne va pas en moto à Stockholm, on ne va pas en moto à Rome. Donc oui, ce sont des modes de transport qui n'ont rien à voir. Il faudrait plutôt comparer, si vous voulez, il faudrait plutôt comparer par d'autres moyens. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autres moyens que l'avion. Bon, alors on peut comparer l'avion et l'hélicoptère, ça a du sens. Parce qu'il peut y avoir une légère concurrence entre les deux, mais entre la moto et l'avion, c'est deux modes de transport différents. Bien sûr que la moto est infiniment plus dangereuse, ça, là-dessus, il n'y a aucun débat possible. Mais je pense que l'approche qui consiste à dire que par rapport aux autres modes de transport, c'est le plus sûr, c'est vrai. Mais on peut comprendre aussi que des gens n'aient pas envie de mourir. À la limite, on peut accepter de mourir en voiture parce qu'on a fait une bêtise, on s'est endormi au volant, on est mort. Bah oui, on a fait une bêtise. Alors que mourir en avion, alors qu'on est totalement innocent dans ce crash, parce qu'il y a une erreur qui a été commise par quelqu'un, et ben là, effectivement, là, oui, c'est vrai que là, on peut ne pas avoir accepté, enfin, on peut ne pas accepter l'idée de mourir à cause de quelqu'un d'autre qui, en effet, n'aura pas respecté une règle, ou plusieurs règles d'ailleurs, parfois. D'ailleurs, si on regarde les statistiques en termes d'erreurs, on voit que l'incident mécanique qui serait à l'origine d'un crash est beaucoup plus rare que l'erreur humaine. Je crois que les statistiques sont assez nettes là-dessus. L'erreur humaine, c'est 60% des crashs, voyez-vous. 17% c'est l'avion, 13% la météo, 4% des problèmes de maintenance et 4% des problématiques d'aéroport, c'est-à-dire de tour de contrôle qui peut éventuellement être un peu défaillante. Il y a eu des cas de collision notamment d'avions en Europe qui est peu lié à une erreur ou en tout cas un manque de réactivité peut-être lors d'un système, enfin lors j'allais dire d'une opération de guidage entre guillemets, enfin disons de surveillance aérienne. Bon, oui. Alors revenons à notre histoire de gestion évidemment de cette peur. Donc moi je dis bien,
c'est pas irrationnel d'avoir peur. Ça correspond à une certaine logique. Bon. Et d'ailleurs, je rajoute une chose qui me semble importante. Dans l'histoire de l'aviation, qui voyageait au début? C'était surtout des hommes d'affaires. C'était surtout des hommes, d'ailleurs, plus que des femmes. C'était des hommes qui prenaient l'avion. À tel point que les compagnies aériennes, voyant bien que c'était des hommes qui prenaient l'avion, souvent pour des raisons professionnelles, eh bien, elles se sont dit, finalement, évidemment, le père de famille, à l'époque, on parlait d'un père de famille qui prenait l'avion pour travailler, souvent, il avait évidemment une responsabilité, naturellement. Bon. Et il avait peur aussi, parce que on sait très bien, les directeurs des entreprises en Europe prenaient l'avion, mais ils n'étaient pas tellement rassurés. Donc, qu'ont fait les compagnies pour les attirer? Eh bien, elles ont mis à leur disposition de la très bonne nourriture, foie gras, champagne, etc., pour attirer un petit peu, évidemment, les clients, il faut le dire. Et puis aussi des hôtesses de l'air dont les critères de recrutement étaient basés sur la capacité d'accueil, le sourire, la taille, mais aussi, il faut le dire, on le sait, la beauté féminine. C'est-à-dire que les compagnies aériennes ont utilisé la beauté de la femme pour attirer des clients. Voilà. Donc, ça veut dire quand même que, il y a quand même quelque chose d'un petit peu... c'est-à-dire que les compagnies savaient très bien que c'était risqué. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'au fur et à mesure que le risque, on l'a dit, a beaucoup décru entre les années 60 et maintenant, on a moins besoin d'attirer, évidemment, la clientèle. Alors déjà, parce que maintenant, il y a autant de femmes que d'hommes qui voyagent. Donc, il n'y a plus besoin d'attirer la clientèle masculine par des belles hôtesses. Je veux dire. Donc, on voit bien quand même que l'environnement culturel a beaucoup changé parce que l'accidentologie, parce que beaucoup moins d'accidents, et aussi parce que, bien sûr, les hommes et les femmes voyagent autant les uns que les autres. Bon, alors, toujours est-il que, une fois qu'on a dit ça, moi je dis la peur est rationnelle quand même, parce qu'il n'y a pas zéro mort, donc la peur est rationnelle, il est normal d'avoir une appréhension, une peur. Bon. Comment essayer de traiter cette question? Moi j'ai choisi de ne plus voler en avion, tout simplement. Là, je suis passé d'un risque très faible à un risque zéro. J'ai 0 chance sur 100 de mourir en avion puisque je ne prends plus l'avion depuis 20 ans. Bon. Ceux qui ont cette anxiété et cette peur, évidemment, il existe des stages, moi je ne dis pas des stages de formation, mais des stages, on va dire, de vulgarisation, des stages pour rassurer les gens qui doivent prendre l'avion et qui ont peur. Bien sûr, on va leur présenter un certain nombre de chiffres, on va leur présenter des statistiques d'occurrence de crash aérien, etc. Et effectivement, j'ai fait les calculs précis. On a, quand on prend l'avion, 0,0000016 chances de subir un crash. C'est effectivement très faible. Donc, ça peut rassurer des gens, il y a des gens qui, à la suite, j'allais dire, une fois qu'ils connaissent mieux les phases de vol, éventuellement les rares risques d'occurrence de crash, etc., une fois qu'on leur a expliqué un petit peu l'environnement, une fois qu'on leur a expliqué tous les systèmes de sécurité qui existent, j'allais dire qu'il y en a la moitié qui ressortent globalement rassurés, ils prennent l'avion avec un peu moins d'anxiété, et puis voilà. Mais ils prennent quand même un risque. Et puis vous avez une partie de ceux qui essayent de réduire leur anxiété, qui en fait n'y arrivent pas vraiment, parce qu'ils ont une
une peur. Alors évidemment, statistiquement, ils sont relativement rassurés, mais ils n'acceptent pas l'idée même de mourir en avion. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que c'est une mort qui leur paraît inconcevable, épouvantable, pas forcément douloureuse au sens, j'allais dire, médical du terme, parce que la mort est relativement rapide. Par exemple, si on prend l'idée oui, comme on dit, d'une rencontre avec la planète, c'est-à-dire que l'avion se crache directement au sol, la mort est, on peut dire, instantanée dans 99,9% des cas. Dans ce cas-là, on ne peut pas parler de douleur physique, hein, mais c'est simplement l'idée même de disparaître en plein vol est quelque chose qui peut faire que, malgré les stages, on n'arrive pas à accepter cette idée de mourir dans un avion. Et donc que je pense personnellement, hein, mais là ça n'engage que moi, que le mieux c'est de ne pas voler. Comme ça vous n'avez pas le risque de mourir dans un avion. On peut faire toute l'Europe en train, on peut aller, il y avait le Trans-Europe Express, il y a des lignes tout à fait intéressantes, charmantes. On peut aller bien sûr en Angleterre, en Irlande en bateau. Et d'ailleurs ces voyages sont tout à fait sympathiques. On va me dire qu'il y a des risques en bateau, bien sûr. Mais pareil. Depuis même le Titanic, il y a eu des survivants. Hein. Oui, bon, et puis c'était il y a très très longtemps. Donc s'il y avait un gros problème majeur entre la France et l'Angleterre, on peut considérer qu'il n'y aura jamais une disparition totale de tous les passagers. Hein. Donc évidemment, si on ne veut absolument pas mourir en avion, le plus simple, c'est de ne pas le prendre. Voilà. Merci de votre attention.